peut parfois être troublé par une certaine coïncidence des nombres, en ce qui concerne le nombre 29 et le nombre 20. Le 29 septembre 1933, c'est la création du francisme de Marcel Bucard. 29 octobre 1933, c'est la fondation de la Phalange espagnole de José Antonio. Deux mouvements qui se ressemblaient comme deux frères, deux mouvements nationalistes avec pour chacun leurs caractéristiques nationales, qui sont nés à exactement un mois d'intervalle. Pour ce qui est de la date du 20 novembre 1936, c'est l'assassinat de José Antonio, dont l'idéal sera l'âme de la croisade nationale du Caudillo, et le 20 novembre 1975, mort de Franco. Il peut y avoir aussi une coïncidence dans les rencontres politiques. Mon professeur d'histoire en terminale, qui était monarchiste, me soigna à tout jamais contre toute tentation révolutionnaire. Je parle de la révolution politique et religieuse, Vatican II. Et en ce qui concerne la coïncidence dans les rencontres politiques, eh bien, il faut que je parle de ma rencontre avec le nationalisme méditant. C'était en 2013, il me semble, quelque part en Forez, avec un Z, hein, l'ancien comté de Forez, lorsque je rencontrais notre chef. Mais ce qui m'a stupéfié, ce fut l'une de ses premières déclarations à notre rencontre. Notre nationalisme français, me dit-il, pour présenter le mouvement, est l'héritier du francisme de Marcel Bucard. J'ai compris que j'étais chez moi. Je vais donc vous parler d'un idéal très proche du francisme, la Phalange espagnole. Je me suis surtout servi des documents suivants: le livre de Jacques Plancard-Dassac, Doctrine du nationalisme, le livre d'Olivier Grimaldi. Olivier est décédé il y a 10 ans, le 9 mars 2014, des suites d'une longue maladie. Présence de José Antonio, 1903-2013. Enfin, les homélies de monsieur l'abbé Xavier Beauvais en hommage à Franco et José Antonio, qu'il a prononcé chaque 20 novembre entre 2004 et 2013 à Saint-Nicolas du Chardonnay, à Paris. Je vais donc vous parler de la flamme qui brûlait dans José Antonio. Il m'est difficile de parler de lui parce qu'il fait partie de mes héros, avec Saint Louis de France, Sainte Jeanne de Lorraine, Saint Ferdinand de Castille et Léon. Donc il est toujours difficile de parler de ceux qu'on aime, tellement il est difficile parfois de présenter l'évidence. Sans n'avoir tué aucun de ses ennemis, José Antonio est mort assassiné par ses ennemis. On voit tout de suite où se situe le camp de la charité chrétienne et où se situe celui de la barbarie satanique. José Antonio est mort assassiné à la veille du martyre de l'Espagne catholique par les hordes communistes espagnoles, laquais du Moscou soviétique. Que les partisans idéologiques des démocraties ne viennent pas me reprocher de parler de José Antonio, ami de Mussolini, parce que moi je ne me gênerai pas pour rappeler les grands chantiers démocratiques de démolition: Nagasaki, Hiroshima, Dresde, Rouen, Marseille. On peut maintenant ajouter Gaza, avec pour chaque massacre froidement planifié, non pas des cibles militaires, mais des cibles civiles. J'ai lu sur Internet quelques lignes bien senties du prêt-à-penser disant que Franco avait pris les armes dans le but d'assassiner la République, bref, que c'était ni plus ni moins un putsch militaire. Ce n'est pas exact. Il est vrai que l'intervention des nationalistes mit fin au gouvernement de la République, et je n'en suis pas fâché, évidemment. Mais il faut rétablir les choses. La croisade de Franco se leva surtout pour mettre un terme à l'assassinat abominable de catholiques, de prêtres, de religieuses par les soviets en Espagne. Étant informé des crimes des Rouges perpétrés sur les terres de la Grande Sainte-Thérèse, le pape Pie XI, quelques mois après le soulèvement de la croisade, écrit dans Divini Redemptoris: dans notre très chère Espagne, le fléau communiste n'a pas eu encore le temps de faire sentir tous les effets de ses théories. Il a pris sa revanche en se déchaînant avec une violence plus furibonde. Pour la première fois dans l'histoire, nous assistons à une lutte froidement calculée contre tout ce qui est divin. Fermez les guillemets. Cette lutte satanique avait commencé par le massacre, vous le savez, de la famille impériale de toutes les Russies à Moscou 10 ans plus tôt, mais quoi qu'il en soit, cette citation de Pie XI est la bienvenue, mentionnée par monsieur l'abbé Xavier Beauvais dans la première de ses homélies en 2004. Monsieur l'abbé signalait aussi que la plupart des prélats espagnols avaient approuvé la croisade nationaliste. Je relève le fait. Pourquoi la plupart des prélats espagnols avaient-ils approuvé la croisade nationaliste ? Parce que, en ce temps, l'Église romaine était alors éminemment catholique et thomiste.
C'est ce sens catholique qui la faisait approuver le nationalisme, le bras séculier habitué à la servir et à la protéger. La plupart des évêques donc avaient approuvé la croisade nationaliste, notamment Monseigneur Leopoldo Ejoigaray, évêque de Madrid. Voilà ce que ce digne évêque écrivait dans sa lettre pastorale. L'Espagne avait le droit et le devoir de se rebeller contre une autorité prostituée et usurpatrice, antinationale et antichrétienne, tyrannique et délinquante. Fermez les guillemets. La fin de son article se terminait par cet appel: « Quand la substance de la légalité et l'injustice, il reste à la conscience et à l'action, comme unique recours, de chercher la justice dans la légitime illégalité. » J'aime beaucoup ce terme, la légitime illégalité. Pourquoi? Parce que les nationalistes, quand ils sont arrêtés, quand ils sont emprisonnés, c'est en application d'une loi. Mais lorsqu'on s'attache à la légitimité, on s'aperçoit actuellement que la légitimité se situe au-dessus de la légalité. Ce qui veut dire que pour rester légitime, il faut parfois se situer dans l'illégalité. Tout ce qui est légal n'est pas légitime. Et donc notre action en tant que nationaliste se situe dans une légitime illégalité. Et nous nous en félicitons. Je vais d'abord vous dire comment ses amis politiques les plus proches envisageaient José Antonio. Ensuite, je vous présenterai l'homme et la phalange. Et je terminerai par la lecture du testament de José Antonio. Marcel Bucard était un admirateur de José Antonio. Bucard, que les francistes appelaient le chef, était un héros de la Grande Guerre 1914-1918, plusieurs fois honoré pour être monté au feu se battre contre les Allemands, croix de guerre 14-18 avec 10 citations, dont 3 palmes, croix du combattant, médaille interalliée de la victoire, médaille commémorative de la guerre 14-18. À l'armée, on apprend la discipline. Même si la guerre est souvent injuste et cruelle, par définition, la guerre est injuste et cruelle, cependant, c'est à la guerre qu'on apprend la valeur du sacrifice suprême. C'est pour cette raison que même en cherchant bien, on ne trouve pas tant que cela de héros militaires ou très rarement dans le camp démocrate. Marcel Bucard sera l'un des principaux adversaires de la démocratie tricolore. Donc lui qui avait fondé le parti franciste se disait proche par les idées de Mussolini et de José Antonio. Il y a eu une rencontre à Paris entre le chef du francisme et le chef de la phalange. Ça se passa en janvier 1936 au siège du parti franciste, rue de Bucarest, dans le 8e arrondissement. Après des échanges chaleureux, le franciste Bucard remit au phalangiste José Antonio son emblème personnel de boutonnière. En échange, José Antonio lui offrit son propre insigne de chef de la phalange espagnole. Et Pierre Sidos dans tout ça. Monsieur Pierre Sidos a toujours dit que son mouvement, l'œuvre française, dissoute par décret en juillet 2013, il est plus facile de dissoudre un comprimé d'aspirine par voie orale qu'un mouvement nationaliste par voie administrative. Monsieur, voilà, c'est dit, c'est envoyé. Monsieur Sidos, le chef, a toujours dit que son mouvement était l'héritier du francisme. Pour la célébration des 120 ans de la naissance de José Antonio, né le 24 avril 1903, Pierre Sidos était l'invité du banquet du cercle franco-hispanique. Il prit la parole pour évoquer la figure lumineuse de, si vous me permettez l'expression, l'archange humain espagnol. Il y a eu en Vendée militaire, vous le savez, l'archange Henri de la Roche-Jacquelin, on l'appelait comme ça. Monsieur Sidos parla notamment du nationalisme espagnol comme du lieu qui rassemblait le lyrisme et la grandeur. Écoutez. Il faut, au nationalisme, de la grandeur à la vérité, des hauts lieux symboliques, des points de ferveur, un certain lyrisme, même parfois un pessimisme enthousiaste, selon la formule phalangiste, qui déroge certes de la mise en équation des programmes et autres catalogues des partis de droite comme de gauche et autres cercles intellos. Alors, rien de tel que d'évoquer l'hymne phalangiste, bien sûr, pour parler de grandeur, de poésie même. À propos du Cara al Sol, Pierre Sidos aimait à rappeler souvent une anecdote des temps de guerre. Nous étions en 1946, témoins d'une dizaine d'années après l'apparition de l'hymne phalangiste à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc, il y avait 2000 jeunes nationalistes français qui étaient concentrés comme prisonniers politiques au camp du Struthof, en Alsace, près de Strasbourg, et Pierre Sidos était l'un d'eux. Pierre Sidos, jugé en 1946 par la Cour de justice de Charente-Maritime, avait été reconnu coupable de faire partie du francisme. Alors ça s'apparente à du délit d'opinion. C'est vrai qu'actuellement, les délits d'opinion ne choquent plus personne, les gens sont habitués. Il est donc enfermé au Struthof avec, tenez-vous bien, on se croirait revenu en 1793, sa maman Louise, son papa et son frère
Jacques. Les justiciers gaullistes condamnent Pierre Sidos à 5 ans de travaux forcés, ce qu'il fera durant 2 ans avant d'être libéré, bénéficiant de l'amnistie présidentielle, comme c'est généreux. Il a tout de même fait 2 ans de travaux forcés pour délit d'appartenance à un mouvement. Donc revenons à nos 2000 jeunes nationalistes incarcérés avec Pierre Sidos. Sur l'air du Cara el Sol, ils avaient imaginé des paroles en langue française auxquelles ils donnèrent le titre de chanson de José Antonio. Voilà le dernier couplet. En avant, compagnons d'infortune, la patrie par nous restera une, le drapeau que nous servons sortira de son oubli, et quand le printemps refleurira, il flottera épanoui. Voici comment José Antonio a expliqué Cara el Sol avant sa création. Ce devra être, dit-il, une chanson d'amour et de guerre. Le phalangiste dit adieu en pleine clarté à la femme qu'il aime. Il s'en va avec la chemise bleue qu'elle lui a brodée pour le combat. S'il revient, les 5 flèches rouges de sa poitrine auront fleuri en 5 roses pour son aimé, la rose de la foi, la rose du sacrifice, la rose de la vaillance, la rose de la paix et la rose de l'Espagne. Il faut que ce soit une chanson de guerre et d'amour, notre chanson, mais aussi une ballade de l'adieu, après lequel les uns reviendront et les autres présenteront les armes au mystère. On est autorisé aussi à penser au chant d'amour et de mort de Christoph Rilke, qui combattit les Turcs envahisseurs de l'Europe au XVIIe siècle, et pour qui son descendant, l'écrivain Rainer Maria Rilke, a écrit au début du XXe siècle un récit où il lui fait dire « Ma bonne mère, soyez fière, je porte le drapeau ». Aimez-moi bien, je porte le drapeau. Christoph Rilke était parti à cheval en 1662 dans l'armée de l'empereur Léopold pour combattre les Ottomans. Cara el Sol explique Pierre Sidos, face au soleil, le soleil pour Dieu, la vie, la chaleur, l'amour, la lumière, l'autorité, tout ce qui rayonne. Pour l'écriture sainte, le soleil de justice, c'est Dieu, et plus particulièrement Jésus-Christ. Lors de la période contemporaine, son adaptation stylisée, appliquée au domaine politique, porte le nom de croix celtique. C'est la garde phalangiste, sous les étoiles, l'arme au bras. Les images de l'hymne Cara el Sol sont aussi puissamment évocatrices. Les paroles de ce chant, comme les chansons de gestes médiévales, sont nées sans qu'on en connaisse exactement l'auteur. On sait que la musique de ce chant patriotique venait de José Antonio. Je vais maintenant vous lire la très belle analyse de Jacques Plancard-Dassac pour Cara el Sol, car on ne peut rien ajouter de plus. Face au soleil, avec la chemise neuve, que tu brodas de rouge hier, la mort me trouvera si elle m'emporte et que je ne te revois plus. José Antonio avait voulu, écrit Jacques Plancard-Dassac, un chant de guerre et d'amour. Il en avait défini les strophes qui devaient le composer. On y évoquerait la fiancée, le héros tombé, la foi en la victoire. La chemise brodée de rouge, c'est la chemise bleue des phalangistes, brodée des flèches rouges d'Isabelle de Castille, et la main qui a tenu l'aiguille, c'est celle de la fiancée. Et le chant poursuit, je serai à côté des camarades qui montent la garde sous les étoiles, l'attitude impassible, et qui sont présents dans notre effort. Si on te dit que je suis tombé, c'est que je m'en serais allé au poste qui m'attend dans l'au-delà. Continue d'écrire Jacques Plancard-Dassac, on retrouve ici l'inspiration de la péroraison du discours de la comédie, qui évoquait déjà la garde sous les étoiles. Et maintenant, le chant s'achève sur le salut à la victoire. Ils reviendront victorieux, les drapeaux, au pas allègre de la paix, et 5 roses seront attachées aux flèches de mon faisceau. Il rira de nouveau le printemps, que les cieux, la terre, la mer espèrent. Debout, légion, courez à la victoire, une aube nouvelle se lève sur l'Espagne. Mais la page la plus belle de José Antonio, celle qui porte le plus de profondeur, dans laquelle il y a comme une sorte de mystérieuse consigne et une prémonition aussi, fut prononcée en mai 1935. Et si la grandiose simplicité de ces 2 noms, José Antonio, n'avait suffi sur la dalle de l'Escorial, c'est cette page qui devrait y figurer. Donc c'est toujours M. Plancard-Dassac qui écrit, donc il cite la page en question. « Nous autres, sans ressources, avec notre pauvreté et nos difficultés, nous allons, et nous voulons que dure cette difficulté jusqu'à la fin, et après la fin, que la vie nous soit difficile avant et après le triomphe. Il y a quelques jours, j'évoquais un vers romantique qui dit « Je ne veux pas le paradis, mais le repos ». C'est un blasphème qui repose sur une antithèse juste. Le paradis n'est pas le repos. Le paradis est contre le repos. Au paradis, on ne peut pas être couché, on est debout comme les anges. Nous qui avons déjà conduit sur le chemin du paradis les vies de nos meilleurs, nous voulons un paradis difficile, dressé, implacable, un paradis où l'on ne se repose jamais et qui a dans l'embrasure des portes des anges avec des épées.
Je referme les guillemets de cette citation de Jacques Plancard-Dassac, reprenant José Antonio bien évidemment. Alors maintenant, qui a été José Antonio et comment en est-il venu à faire de la politique la plus belle qui soit? Il y a en effet plus d'une analogie à faire entre les cristeros du Mexique par exemple et les phalangistes d'Espagne. Il se nomme José Antonio Primo de Rivera y Sáenz de Heredia. Il est né en 1903, grand d'Espagne, fils aîné du dictateur Miguel Primo de Rivera, comme on le sait. Il est étudiant en droit dans les années 20. Il aurait simplement fini sa vie comme avocat sans problème si le dictateur n'avait pas connu l'exil le 22 janvier 1930, sanctionné par le roi. Et le prestigieux général mourra dans une simple chambre d'hôtel à Paris. C'est pour combattre la calomnie qui salissait la mémoire de son père que José Antonio s'engagera en politique. Ses frères et lui, c'est l'une de leurs premières actions, ça a été de gifler les calomniateurs qu'il leur arrivait de rencontrer au hasard de l'existence. Et ce n'est qu'après la chute d'Alphonse XIII, donc en 1931, que José Antonio tentera une carrière de député. Il ne songe pas à renverser la République. Il déclare au quotidien de la droite bourgeoise, l'ABC, « Je ne me présente pas aux élections par goût de la politique, qui m'attire de moins en moins, parce qu'elle ne m'attirait pas. J'ai passé les 6 ans de la dictature sans me montrer dans un ministère, sans agir en public d'aucune façon. Dieu sait que ma vocation est au milieu de mes livres. Me séparer d'eux pour me lancer dans le vertige violent de la politique me cause une véritable douleur. Mais je serais lâche et insensible si je dormais tranquille, tandis qu'au Cortés, devant le peuple, on continue à lancer des accusations contre la mémoire sacrée de mon père. » Et il fondera la Phalange, qui deviendra en 1934 Falange de las Jons. Il est capturé chez lui, emprisonné, il sera fusillé au petit matin du 20 novembre 1936 donc. Et pour reprendre les paroles du Christ Jésus, José Antonio n'est pas mort, il dort. Parce que à chaque 20 novembre, en Espagne, à l'évocation de son nom d'empereur romain, un Espagnol fidèle crie « Présent ». Et jusqu'en 2023, José Antonio reposait dans la vallée de Los Caídos, érigée sur ordre de Franco. Alors que le caudillo d'Espagne, dans un souci de paix et de réconciliation nationale, avait érigé la vallée de ceux qui sont tombés, réunissant dans un même lieu les combattants nationalistes et les combattants républicains, le gouvernement espagnol, en avril 2023, procédait à l'ahurissante exhumation des restes de José Antonio de la vallée de Los Caídos pour les faire ensevelir au cimetière madrilène de San Isidro, où reposent des membres de sa famille. On sait qu'une foule de militants nationalistes espagnols et européens, et français notamment, étaient présents sur le passage du véhicule funéraire, saluant le cercueil du chef d'un salut à la romaine, on peut dire aussi un salut olympique. José Antonio se lance dans l'arène politique en 1931, donc pour défendre la mémoire de son père. Il y aura ensuite une évolution rapide vers une prise de conscience nationaliste et vers la fondation de la Phalange espagnole. Quel a été le déclencheur de ce virage à droite? C'est ce qu'on va voir tout de suite. José Antonio aimait les livres, et bien c'est un livre justement qui va le pousser à forger son nouvel idéal politique. Et ce livre, il ne l'aimait pas. Ce livre dont il va prouver toute la dangerosité, c'est toute la moussie de la Révolution dite française, le contrat social de Rousseau. Écoutez le début de son discours, le 29 octobre 1933, pour la fondation de la Phalange, au Théâtre de la Comédie de Madrid. Quand en mars 1762, un homme néfaste, appelé Jean-Jacques Rousseau, publia le contrat social, la vérité politique cessa d'être une entité permanente. Auparavant, en d'autres époques plus profondes, les États qui étaient exécuteurs des missions historiques avaient inscrit sur leur front et aussi sur les astres la justice et la vérité. Jean-Jacques Rousseau va nous dire que la justice et la vérité n'étaient pas des catégories permanentes de la raison, mais, à chaque instant, des décisions de la volonté. Jean-Jacques Rousseau supposait que l'ensemble des êtres vivants en un peuple ont une âme supérieure, d'une hiérarchie différente de chacune de nos âmes, et que ce moi supérieur était doté d'une volonté infaillible, capable de définir, à chaque instant, le juste et l'injuste, le bien et le mal. Et comme cette volonté collective, cette volonté souveraine,
s'exprime seulement par le moyen du suffrage, conception de la majorité qui triomphe sur celle de la minorité en devenant la volonté supérieure, il en résultait que le suffrage, cette farce des petits papiers jetés dans une urne de verre, avait la vertu de nous dire à chaque instant si Dieu existait ou non, si la vérité était la vérité ou n'était pas la vérité, si la patrie devait demeurer ou s'il était préférable à un moment donné qu'elle se suicide. Fermez les guillemets. En d'autres termes, José Antonio a très bien vu le drame révolutionnaire. Les peuples cessent d'avoir des vérités permanentes, en lettres majuscules, Dieu, justice, droit, patrie, pour se découvrir des vérités temporaires, en lettres minuscules, établies par le suffrage des urnes, cette petite comédie des petits papiers jetés dans une urne. C'est ainsi que son discours du théâtre de la comédie sera l'âme de sa politique, de cette politique nouvelle élevée contre cette farce des petits papiers jetés dans une urne. Il comprend que le cancer qui ronge la nation, c'est le jeu multiple des partis. Rejetant les sophismes du philosophe de Genève, José Antonio déclare, ouvrez les guillemets, « Les partis doivent disparaître. Personne n'est jamais né membre d'un parti politique. Par contre, nous sommes nés membres d'une famille, nous sommes tous voisins dans une municipalité, nous peinons tous dans l'exercice d'un travail. Or, si ce sont là nos unités naturelles, si la famille, la municipalité, la corporation sont les cadres dans lesquels nous vivons, pourquoi aurions-nous besoin de l'instrument intermédiaire et pernicieux des partis qui, pour nous unir en des groupements artificiels, commencent par nous désunir dans nos réalités authentiques ? Les nationalistes espagnols enthousiastes réunis au théâtre de la comédie comprennent que la phalange, comme dit José Antonio, ne sera pas seulement une manière de penser, mais une manière d'être. Cette citation de José Antonio figure d'ailleurs sur l'image Memento de Pierre Sidos. Les phalangistes utiliseront la paisible dialectique comme premier instrument de communication, mais s'il n'y a pas d'issue, ce sera la dialectique des points si on s'attaque à la justice ou à la patrie, fermez les guillemets. Alors, que représente justement la notion de nation dans le nationalisme en chemise bleue ? Je cite José Antonio. Un peuple n'est pas une nation par aucune sorte de justification physique, couleur ou particularité locale, mais pour être autre dans l'universel, c'est-à-dire pour posséder un destin qui n'est pas celui des autres nations. Ainsi, tout peuple, ou tout agrégat de peuples, n'est pas une nation, mais seulement ceux qui accomplissent un destin historique différencié dans l'universel. Il est donc superflu de savoir si une nation correspond à une unité géographique, raciale ou linguistique. L'important est d'établir s'il existe pour elle, dans l'universel, une unité de destin historique. Autrement dit, évoquant la France, la nation française pour le nationaliste, c'est autre chose que la patrie culturelle une telle, inscrite au patrimoine de l'UNESCO, ou la région France de Google Cloud. La nation possède un destin qui n'est pas celui des autres nations. La patrie charnelle, la nation, loin de la patrie révolutionnaire des sans-culottes et de nos politiques, loin des analyses démocratiques, ce n'est pas seulement la terre natale, mais, dit-il au Cortés en 1934, une unité dans l'universel, et il dira plus tard, une unité de destin dans l'universel. C'est ce qui distingue le nationalisme de José Antonio du patriotisme des catholiques et des royalistes légitimistes de tradition. Il déclarera « Ainsi, nous ne voyons pas dans la patrie le ruisseau et le gazon. Nous y voyons un destin, une entreprise. La patrie est ce qui, dans le monde, configure une entreprise collective. Sans entreprise, il n'y a pas de patrie. Sans la présence de la foi en un destin commun, tout se dissout en province natale, en saveurs et couleurs locales. C'est avec la foi catholique, rappelle Jacques Plancard-Dassac dans sa doctrine du nationalisme, l'essentiel de l'idéal phalangiste, et cet idéal est au-dessus de la volonté des individus composant la nation à un moment déterminé de leur histoire. C'est en référence à ce destin et à cet idéal que doit s'ordonner l'État. Ce nationalisme andalou associait le social et le national, conciliait l'État et la religion, alliait la politique et l'esthétique, rassemblait enfin une jeunesse ardente qui rejetait la loi du nombre, le règne de l'argent, l'idéologie du progrès. José Antonio Primo de Rivera n'aimait pas l'idéal des hommes politiques qui ne comprennent que les chiffres et qui jamais ne comprennent un poème. C'était un idéal difficile à comprendre pour un banquier politicien.
Il est fondé sur la hiérarchie des valeurs, favorable à l'enracinement, hostile à la subversion et à l'inversion. Cet idéal voulait faire retrouver à l'Espagne les grandes heures de la chrétienté. C'est un cri que reprendra Franco lors des grands rassemblements nationalistes à Madrid. « Viva el Cristo Rey !» C'est l'union des cœurs royalistes, carlistes et des nationalistes phalangistes. Il n'y a pas de système phalangiste. José Antonio ne croyait pas au programme détaillé préétabli. Ce qu'il cherchait à définir, c'était un sentiment, comme il dit, permanent devant l'histoire et la vie. C'est ce sentiment, disait-il, qui nous donne des solutions devant les cas concrets, comme l'amour nous dit quand nous devons bouder ou embrasser, sans qu'un véritable amour ait jamais établi le moindre programme de bouderie ou de baiser. L'idée matrice de la phalange, c'est l'unité de la nation, comme dans les années 1930, les phalangistes espagnols en 2010 étaient opposés à l'idéologie gauchiste dissolutrice des indépendantistes catalans. L'idée mère de la phalange, c'est l'unité de la nation, rassemblant en faisceau toutes ses énergies à quelques classes de la société qu'elles appartiennent pour réaliser le bien commun. Comment José Antonio concevait-il le fascisme? Voici sa réponse. Le fascisme n'est pas une tactique, la violence, c'est une idée, l'unité. José Antonio ne retient du fascisme au sens strict que l'idée d'unité. Pour son pays, il ne veut pas un modèle allemand ou italien, mais un modèle espagnol. Pour José Antonio, le modèle par excellence est monarchique. C'est l'Espagne de l'empereur Charles Quint ou l'Espagne de la reine Isabelle la catholique, dont le blason de la phalange, le joug, reprend un élément des armoiries de la souveraine. Être plus espagnol que nous ne l'avons jamais été. Cette phrase qui convient résume bien la doctrine de José Antonio et la vision qu'il a de l'Espagne future. Et c'est exactement le nationalisme au sens où l'entendait pour la France Marcel Bucard et Pierre Sidos. Être plus français que nous ne l'avons jamais été. Son opposition vigoureuse à la philosophie libérale de Rousseau l'amena vers une définition ferme de la notion de chef, puisque l'homme n'est pas bon par nature. L'opposition peuple-État et son corollaire de lutte des classes, c'est une erreur de jugement pour toute réflexion hostile à la simplification révolutionnaire de Rousseau. En effet, José Antonio martèle « Un peuple complet est toujours un peuple et son chef. Pas de peuple sans conducteur de peuple. » D'ailleurs, Francisco Franco Bahamonde se fera appeler El Caudillo, ce qui veut dire le chef de guerre. En effet, José Antonio, loin du piège démocratique, estime que l'idée ne peut pas surgir du peuple. C'est là, estime-t-il, une des profondes vérités humaines que le fascisme a remise en valeur. Le 19e siècle a passé son temps à imaginer des machines à bien gouverner. Autant se proposer de fabriquer des machines à penser ou des machines à aimer. Rien d'authentique, d'éternel, de difficile comme gouverner n'a pu se faire à la machine. Toujours il a fallu avoir recours en dernière analyse à celui qui, depuis l'origine du monde, est l'unique appareil capable de diriger les hommes. L'homme, le chef, le héros, fermez les guillemets. Sans doute, la notion de chef est constitutive de la doctrine de José Antonio. Elle a été la sève philosophique des gouvernements de la chrétienté entre le 5e et le 19e siècle. Elle sera l'armature de tous les régimes autoritaires du 20e siècle. Rien de bien original. L'originalité de José Antonio, c'est de préciser que, je cite, « Le chef ne doit pas commander au peuple, il doit le servir, ce qui est différent. Le servir, c'est ordonner l'exercice du commandement pour le bien du peuple, même si le peuple méconnaissait quel était son bien. » Fermez les guillemets. L'addition, d'ailleurs truquée, des volontés individuelles ne constitue pas le destin d'un peuple. Il est au-delà de ces vues individuelles fragmentaires. Autrement dit, l'addition de 100 millions de volontés de 100 millions de révolutionnaires du même précaré ne feront pas le destin d'une nation. Le chef doit connaître la valeur de ce destin. Il doit en être l'exécuteur. C'est pourquoi José Antonio se refuse à diviniser l'État. Au contraire, il lui assigne le rôle d'instrument au service d'une mission historique d'unité. Un tel nationalisme andalou fait du bien à notre époque où la politique n'envisage que le péril imposé du prétendu réchauffement climatique et autres périls. Une réaction est donc nécessaire. Sans vouloir jouer sur les mots, je dirais que la réaction préconisée par le mouvement de José Antonio est la révolution. Alors que veut dire révolution pour cet aristocrate de José Antonio ? Juventud, el himno que canta la España gigante, que sacude
semble que José Antonio ait surtout approfondi cette idée de révolution sous l'influence du phalangiste révolutionnaire Ramiro Ledesma Ramos, dont je parlerai juste avant de vous lire le testament de José Antonio. Je cite le fondateur de la Phalange. « Pour être féconde, une révolution exige la conscience claire d'une règle nouvelle et une volonté résolue pour l'appliquer. Un peuple effondré est incapable de percevoir et d'appliquer la règle. Son désastre réside justement là. » Fermez les guillemets. Alors que la mentalité bourgeoise révolutionnaire de gauche par définition, 1789, 1830, 1848, 1870 ont été des révolutions bourgeoises de ce type, alors que cette mentalité conservatrice, en voulant conserver les acquis du socialisme, la mentalité nationaliste révolutionnaire entend détruire la société présente pour la remplacer par un modèle plus conforme à la tradition autoritaire et chrétienne de notre vieux pays. Les pavés des quelques rues de Paris régulièrement bouleversés par la guerre civile, les pavés des rues le crient « Il faut la révolution ». La révolution, de toutes les activités de l'homme vivant en société, c'est la plus difficile à concevoir d'abord, puis à mettre en œuvre, puisque cela conduit à envisager la remise en question de tout, de cette société dans laquelle on évolue, nous et notre famille. Cette révolution, qui la fera et comment et par quoi la justifier? Par la violence? José Antonio n'est pas le partisan systématique de la violence. Il constate même qu'il est historiquement faux de considérer que la violence est l'unique moyen de faire triompher la révolution. Il rappelle que Mussolini a pris le pouvoir après une pacifique marche sur Rome. Pour José Antonio, quel sera l'instrument de la révolution? L'armée. Mais l'armée a-t-elle le droit de faire la révolution? N'est-elle pas au service de l'État? Il reconnaît que l'armée n'a pas à se mêler aux luttes accidentelles, comme il l'appelle, mais quand c'est le permanent bien commun qui est en péril, quand est en danger la permanence même de la patrie, qui peut jusqu'à perdre son unité, l'armée n'a pas d'autre solution que délibérer et choisir. Si elle s'abstient par une interprétation purement externe de son devoir, elle s'expose à se trouver du jour au lendemain sans plus rien à servir. Comme l'a dit Spengler, c'est toujours un peloton de soldats qui, à la dernière heure, a finalement sauvé la civilisation. Spengler, le célèbre philosophe allemand Oswald Spengler, 1880-1936, auteur du livre « Le déclin de l'Occident ». Voyons maintenant le mouvement phalangiste après 1934. En janvier de cette année-là, sous l'impulsion de Ramiro Ledesma Ramos, eut lieu la fusion de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista et de la Phalange. Le mouvement de José Antonio se découvre national-syndicaliste. Et les partis communistes, bien sûr, y voient un dangereux concurrent auprès des masses prolétaires. La Phalange prend le titre nouveau et officiel de Falange de las Jons, adopte le faisceau des flèches et le joug des Jons, ainsi que l'expression national-syndicalisme, qui servira désormais à définir l'ensemble de la doctrine phalangiste. Ramos était entré dans l'arène politique bien avant José Antonio. Il commença à agir en 1931, dans les derniers temps de la monarchie, en lançant son manifeste pour la conquête de l'État, où l'on trouvait déjà l'essentiel de ses conceptions politiques, un État fort, une organisation syndicale du monde du travail. Il estimait que les idées politiques n'ont que peu de valeur si elles ne reposent pas sur un enthousiasme. Il ne les veut lier par rien d'autre que par l'épouvante qui doit s'emparer d'elles, à l'idée que puisse coïncider une période de déshonneur, de ruine et de honte pour la patrie, avec le temps où elles furent fortes, vigoureuses et redoutables. Beaucoup de jeunes acceptèrent la lutte et vinrent grossir les rangs de la phalange ronciste, simplement parce que Ramiro Ledesma Ramos leur avait révélé un jour qu'ils étaient forts, vigoureux et redoutables. Il faut tout de même dire que Ledesma Ramos ne fut pas exactement ce qu'on pourrait appeler un militant catholique. Le titre du livre qui lui est consacré, l'auteur Juan Antonio Llopart écrit, le titre du livre est le suivant, « Ramiro Ledesma Ramos, un national-bolchevique espagnol ». Il est vraisemblable que c'est en raison de la présence de Ramos au sein de la Phalange que de nombreux combattants carlistes, tous royalistes et catholiques, répugnèrent à rejoindre les rangs de la Phalange après la guerre. Mais il n'en reste pas moins vrai que la plupart des réactions révolutionnaires nationales efficaces, explicitement catholiques ou non, le phalangisme espagnol, le fascisme italien, le fascisme allemand ou bien même l'IRA en Irlande, ont toujours eu en leur sein une frange non chrétienne. Ledesma Ramos est né en 1905. En tant qu'étudiant germanophile, il sera fasciné par l'œuvre du philosophe Goethe, dont il traduisit de nombreux ouvrages en espagnol. Dans les années 1920, le voici qui écrit des essais et des livres romantiques et existentialistes, citant Le jeune suicidaire, L'échec d'Ève,
le sceau de la mort. Étudiant à l'université de Madrid entre 1926 et 1930, il traduit les œuvres du philosophe allemand Heidegger. Il se dit disciple de Nietzsche et d'Oswald Spengler et crée donc le national et syndicalisme, alliance entre une forme de socialisme et de nationalisme. Il fonde alors avec Onésimo Redondo Ortega les JONS, Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista. Le mouvement fusionnera en février 1934 avec le mouvement de José Antonio. Ledesma Ramos aura une influence majeure sur ce grand d'Espagne, cet aristocrate qui était José Antonio Primo de Rivera, l'amenant à le faire fréquenter les masses laborieuses espagnoles, ce qui n'est pas une mauvaise chose, bien au contraire. Mais le caractère socialiste de Ramos prendra le dessus et les JONS quitteront la phalange en critiquant les aspects réactionnaires du mouvement, ne supportant pas, par exemple, l'adhésion triomphante au catholicisme. Même si Ramos rectifiera plus tard, trop tard, son jugement sur José Antonio et la phalange, il quittera le mouvement avec quelques militants et créera la Patrie libre qui deviendra notre révolution en 1936. Été 1936, Ramos est arrêté par les Rouges. Le 29 octobre, il est froidement assassiné par les miliciens du Front populaire et jeté dans une fosse commune. L'Église catholique romaine, soutien du phalangisme et du franquisme, commanda de mettre à l'index les écrits personnels, essais et livres de Ramiro Ledesma Ramos. Et maintenant, le testament de José Antonio. Testament que José Antonio Primo de Rivera y Sáenz de Heredia, âgé de 33 ans, célibataire, avocat, né à Madrid et demeurant dans cette ville, fils de Miguel et de Cachilda, qu'il repose en paix, a rédigé et passé devant notaire, dans la prison provinciale d'Alicante, le 18 novembre 1936. Condamné à mort hier, je demande à Dieu que, s'il ne m'évite pas d'arriver à ce moment critique, il me conserve jusqu'à la fin la résignation digne sur laquelle je compte. Je lui demande aussi qu'en jugeant mon âme, il ne prenne pas pour critère mes mérites, mais qu'il applique sa miséricorde infinie. Un scrupule me saisit, n'est-ce pas de la vanité et un excès d'attachement aux choses de la terre que de vouloir rendre compte en cette conjoncture de quelques-uns de mes actes, mais comme, d'autre part, j'ai entraîné la foi de beaucoup de mes camarades dans une proportion très supérieure à ma propre valeur, que je connais trop bien, ce qui me fait écrire cette phrase avec la sincérité la plus simple et la plus contrite, et comme j'ai même amené d'innombrables d'entre eux à braver des risques et des responsabilités énormes, il me semblerait que m'éloigner de tous sans explication d'aucune sorte serait une ingratitude et un manque de considération. Il n'est pas besoin de répéter maintenant ce que j'ai dit et écrit tant de fois sur ce que nous voulions, nous, les fondateurs de la phalange espagnole. Je m'étonne que 3 ans après, l'immense majorité de nos compatriotes persiste encore à nous juger sans avoir commencé en aucune manière à nous comprendre, et même sans avoir sollicité ou sans avoir accepté d'avoir la moindre information. Si la phalange se consolide et devient chose durable, je pense que tout le monde éprouvera de la douleur en pensant à tout le sang versé, parce qu'on n'avait pas ouvert pour nous une brèche d'attention sereine entre la fureur d'un côté et l'antipathie de l'autre. Que je sois pardonné pour la part de responsabilité que j'ai eue au sang versé et que les camarades qui me précédèrent dans la voie du sacrifice m'accueillent comme le dernier d'entre eux. Hier, j'ai expliqué pour la dernière fois ce qu'était la phalange au tribunal qui me jugeait. Comme en tant d'occasions, je répétais, je retournais les vieux textes de notre doctrine familière. Une fois de plus, j'observais que de nombreux visages hostiles au début montraient d'abord de la surprise, puis de la sympathie. Sur leurs traits, il me semblait lire cette phrase « Ah, si nous avions su que c'était cela, nous ne serions pas ici !» Et certainement, nous n'aurions pas été là, moi devant un tribunal populaire, et les autres se tuant sur les champs de bataille d'Espagne. Mais ce n'était plus l'heure d'éviter cela, et je me limitais à payer la loyauté et la vaillance de mes chers camarades en gagnant pour eux l'attention respectueuse de leurs ennemis. Je visais cela, et non à gagner avec une crânerie de pacotille la réputation posthume de héros. Je ne me rendis pas responsable de tout, ni ne me conformais à aucune autre variété du patron romantique. Je me défendis en utilisant les meilleures ressources de mon métier d'avocat, que j'ai tant aimé, et que j'ai cultivé avec tant d'assiduité. Peut-être qu'il ne manquera pas de commentateurs posthumes pour me reprocher de n'avoir pas préféré la fanfaronnade.
Et de tels cas, chacun fait ce qu'il veut. Quant à moi, en dehors du fait que je ne suis pas un premier rôle dans ce qui arrive, il aurait été monstrueux et faux de livrer sans défense une vie qui pouvait être encore utile et que Dieu ne me concéda pas pour la brûler en holocauste à la vanité comme un château de feu d'artifice. En outre, je ne me suis abaissé à aucune ruse blâmable. Et ma défense n'a compromis personne, mais bien au contraire, j'ai coopéré à celle de ma belle-sœur Margot et de mon frère Miguel, qui était jugé avec moi et menacé de très graves peines. Mais comme le devoir de ma défense me conseilla non seulement certains silences, mais encore certaines accusations fondées sur le soupçon qu'on m'avait isolé à dessein au milieu d'une région qu'on tint soumise à cette fin, je déclare que ce soupçon n'a pas tant son faux de preuves pour moi, et que si le besoin d'explication exaspéré par la solitude put le nourrir de bonne foi dans mon esprit, aujourd'hui, devant la mort, il ne peut ni ne doit être maintenu. Il me reste à rectifier un autre fait très différent. L'isolement absolu de toute communication où je vis depuis à peu près le début des événements a été seulement rompu par un journaliste nord-américain qui, avec l'autorisation des autorités locales, me demanda des déclarations dans les premiers jours d'octobre. Jusqu'à ce que je connaisse, il y a 5 ou 6 jours, l'instruction judiciaire contre moi, je n'ai pas eu de nouvelles des déclarations qu'on m'imputait, car ni les journaux qui les publièrent, ni aucun autre ne m'était accessible. En les lisant aujourd'hui, je déclare que parmi les différents paragraphes qu'on m'attribue et qui sont inégalement fidèles dans l'interprétation de ma pensée, il en est un que je repousse complètement, celui qui blâme mes camarades de la Phalange de coopérer au mouvement insurrectionnel avec des mercenaires venus de dehors. Je n'ai jamais dit une telle chose, et je le déclarai nettement devant le tribunal, bien que cette déclaration ne me favorisât pas. Je ne peux pas injurier des forces militaires qui ont rendu à l'Espagne et en Afrique des services héroïques. Et je ne peux pas non plus lancer ici des reproches à des camarades dont j'ignore s'ils sont en ce moment sagement ou mal dirigés, mais qui tentent certainement d'interpréter de la meilleure foi, malgré le manque de communication qui nous sépare, mes consignes et ma doctrine de toujours. Dieu fasse que leur ardente droiture ne soit jamais profitable à d'autres services qu'à celui de la grande Espagne dont rêve la Phalange. Plaise à Dieu que mon sang soit le dernier sang espagnol qu'on verse dans des discordes civiles. Plaise à Dieu que le peuple espagnol, si riche en qualités appréciables, trouve dans la paix, la patrie, le pain et la justice. Je crois que je n'ai rien à dire de plus sur ma vie publique. Quant à ma mort prochaine, je l'attends sans jactance, car il n'est jamais gai de mourir à mon âge, mais sans protestation. Que notre Seigneur l'accepte en tant que sacrifice pour compenser ce qu'il y a eu d'égoïste et de vain dans une grande partie de ma vie. Je pardonne de toute mon âme à tous ceux qui ont pu me faire du tort ou m'offenser, sans aucune exception, et je prie que tous ceux auxquels je dois la réparation d'un dommage, grand ou petit, me pardonnent. Cela fait, je passe à exprimer ma dernière volonté dans les clauses suivantes. Premièrement, je désire être enterré, suivant les rites de la religion catholique, apostolique et romaine que je professe, en terre bénite, et sous la protection de la Sainte Croix. Deuxièmement, j'institue comme mes héritiers à parts égales mes 4 frères et sœurs Miguel, Carme, Pilar et Fernando Primo de Rivera y Sáenz de Heredia, avec le droit d'augmenter leur part de celle que laisserait l'un d'eux s'il me précédait dans la mort sans laisser de descendance. S'il en laissait, que la part qui serait échue à mon frère mort avant moi passe à celle-ci en parts égales. Cette clause est valable bien que la mort de mon frère ait eu lieu avant que je ne dépose ce testament. Troisièmement, je n'ordonne aucun legs, ni n'impose à mes héritiers aucune charge juridiquement exigible, mais je les prie de veiller, en utilisant tous mes biens, au bien-être de notre tante Maria Jesús Primo de Rivera y Orbaneja, dont nous ne pourrons pas payer, même pas des trésors de reconnaissance, l'abnégation maternelle et le caractère affectueux pendant les 27 ans où elle s'occupa de nous. De donner en souvenir quelques-uns de mes biens et de mes objets usuels et mes compagnons de bureau, spécialement à Rafael Carceran, Andrés de la Cuerda et Manuel Sarrión, qui pendant des années et des années furent si loyaux, si efficaces, si patients en ma compagnie, fort peu commodes. Je les remercie comme tous les autres, et je leur demande de se souvenir de moi sans trop d'ennui. De répartir aussi d'autres objets personnels entre mes meilleurs amis qu'ils connaissent bien, et particulièrement entre ceux qui, le plus longtemps et le plus près de moi, ont partagé avec moi les joies et les épreuves de notre phalange espagnole. Eux et les autres camarades occupent en ce moment une place fraternelle dans mon cœur.
de donner une gratification aux plus anciens serviteurs de notre maison, que je remercie de leur loyauté, et auxquels je demande pardon pour les incommodités qu'ils me doivent. Je nomme exécuteur testamentaire chargé de répartir mon héritage solidairement pour une durée de 3 ans et avec les attributions habituelles, les chers amis de toute ma vie, Raimundo Fernandez Cuesta y Merero et Ramon Serrano Sunier, que je prie spécialement de réviser mes papiers privés, de détruire tous ceux de caractère intime, ceux qui me contiennent des travaux purement littéraires et ceux qui sont de simples ébauches et projets en période arriérée d'élaboration, comme toute œuvre interdite par l'Église ou de lecture pernicieuse qui pourrait se trouver parmi mes écrits. De réunir tous mes discours, articles, circulaires, prologues de livres, etc., non pour les publier, sauf s'ils le jugent indispensable, mais pour qu'ils servent de pièces justificatives quand on discutera de cette période de la politique espagnole où mes camarades et moi sommes intervenus. De prévoir de se substituer d'urgence à moi à la direction des affaires professionnelles qui m'ont été confiées avec l'aide de Carceran, Sarion et Matilia, et d'encaisser quelques honoraires qu'on me doit. De faire parvenir le plus vite et le plus sûrement possible aux personnes et aux groupes auxquels j'ai fait du tort et dont je parle dans l'introduction de ce testament, les rectifications solennelles qu'il contient. Je les en remercie très cordialement dès maintenant. Je laisse rédiger en ces termes mon testament à Alicante ce 18 novembre 1936 à 5 h de l'après-midi sur 3 feuilles, en plus de celle-ci, toutes numérotées, datées et signées en marge. Un ami nationaliste, mais qui n'a pas encore franchi le pas en direction du militantisme politique, me disait récemment, dans un bon sourire moqueur d'enfant, parlant de vous tous et de moi, chers amis, et du contexte politique et social monstrueux qui est celui où nous vivons, il me demandait « Mais qu'est-ce que vous attendez ?» En effet, on ne peut pas continuer à rester à contempler la chute de l'Empire gallo-romain assis et les bras croisés. En conclusion de ce petit exposé, je rappellerai cet appel de l'évêque de Madrid en 1936, Monseigneur Leopoldo Ejoigaray. Quand la substance de la légalité est l'injustice, il reste à la conscience et à l'action comme unique recours de chercher la justice dans la légitime illégalité. Ce combat commence, à mon avis, par une sécession avec l'esprit de révolution qui veut atteindre nos foyers. À mon avis, le modèle nationaliste que nous devons suivre au service de la France éternelle a été le projet qu'avait rêvé José Antonio pour l'Espagne. Si le résultat de notre nouvelle croisade nationale, comme dans l'Espagne de 1939, c'est la restauration de l'ordre dans la justice, il faudra se réjouir. Si au contraire, on n'aura que la mort pour unique salaire, il faudra aussi se réjouir, en souhaitant que nos amis et nos enfants chantent cet extrait de Cara al Sol. Si on te dit que je suis tombé, c'est que je m'en serais allé au poste qui m'attend dans l'au-delà, la face tournée vers le soleil, c'est-à-dire vers Dieu. Yes.